Salut à tous les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui on va parler d'alimentation. Donc l'alimentation c'est une pièce extrêmement importante d'un PC étant donné que c'est ce qui va permettre d'amener toute l'énergie à vos différents composants. Et malgré que ce soit une pièce qui soit assez dénigrée étant donné que c'est quand même assez cher et que ça apporte pas de performance pure directement, c'est quand même assez important de bien la choisir parce que si vous la choisissez pas bien, à chaque fois que vous allez changer de composant ou au moins de petits soucis parce que vous n'avez pas pris une bonne alim, faudra la changer et c'est chiant de changer une alim tous les 2 ans. Donc comme d'hab on part sur une fiche technique top achat, donc on va prendre comme d'hab mon alim qui est dans mon PC et qui va aussi être dans mon deuxième PC parce que cette alim est très bien niveau rapport qualité-prix. C'est la Corsair CV550, donc une alimentation Corsair de 550 watts. Il y a quand même mieux, mais niveau rapport qualité-prix c'est vraiment bon. Surtout avec son prix sur Amazon qui est à moins de 50 € avec la livraison gratuite, donc vraiment intéressant. Donc comme d'habitude, on prend une fiche top achat et on regarde donc la première ligne. Qu'est-ce qu'il y a? La première ligne, c'est la puissance. Ici, on a 550 watts. Alors à quoi ça correspond? Ça correspond grossièrement ce que peut sortir l'alimentation, même si on va voir après que c'est pas tout à fait ça. Mais c'est quand même une indication de puissance. En fait, ça va plutôt ce qu'elle va consommer cette alimentation, mais pas exactement ce qu'elle va sortir dans le reste du PC. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Ensuite, on a la ligne rendement. Le rendement, il y en a plusieurs types différents. Donc on a 80+, 80+ bronze, 80+ gold, 80+ platinium et 80+ titanium. C'est une norme qui est assez importante parce que en gros ça va définir à quel point votre alimentation est efficiente. C'est-à-dire que 80+, ça veut dire que au moins 80% de l'énergie utilisée par l'alimentation va partir en énergie, donc en électricité dans le reste du PC. Le reste sera perdu ici en chaleur. Il n'y a pas 36 manières de perdre de l'énergie dans une alimentation, c'est uniquement par chaleur. Et plus ce grade sera élevé, on a bronze, gold, etc., moins l'alimentation va perdre en chaleur. Ensuite, la ligne suivante, c'est le nombre de prises SATA, ici 6. Si, 6, oui, 6. Donc ça correspond tout simplement au nombre de fiches SATA, donc tout simplement les petits branchements SATA d'alimentation, parce qu'il y a les SATA de transfert de données et les SATA d'alimentation. Donc les prises SATA, les fiches SATA, ça va servir à alimenter les disques durs, les SSD 2.5, les lecteurs de disques, même si pas grand monde en utilise aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va utiliser? Certains hubs RGB, par exemple dans mon boîtier, le NR Max Starryford SF30, il y a un hub RGB à l'arrière qui est alimenté en SATA. Ça peut aussi dans pas mal de water cooling, notamment chez NR Max, il y a des adaptateurs en SATA pour alimenter directement le ventilateur, ne pas le mettre en PWM sur la carte mère. Ensuite on a les ports PCIe, donc ça c'est les ports qui sont dédiés à la carte graphique. Donc c'est les en général 6+2 pins qui se branchent dans la carte graphique, et en fonction du nombre de ports qu'a votre carte graphique, il faudra les brancher, et donc faire attention à ça quand vous choisirez, vérifier combien votre carte graphique a de ports et combien votre alimentation, ou l'alimentation que vous regardez en a. Par exemple sur la mienne je n'ai que un 8 pins, donc alors que sur cette alimentation il y en a deux, donc j'en ai un qui n'est pas utilisé, mais à la limite ça peut servir par exemple pour une deuxième carte graphique, même si 550 watts pour deux cartes graphiques c'est assez limite. Bien qu'en soi j'ai déjà mis une carte graphique, une deuxième carte graphique dedans, et même laissé pendant pas mal de temps, mais là je l'ai enlevé, sauf que celle-là n'a pas d'alimentation, elle s'alimente uniquement par le port PCIe de la carte mère, et donc pas d'alimentation dédiée. Et ensuite on a tous les autres ports comme le gros port 24 pins qui se branche dans la carte mère, les 8 pins qui peut en avoir deux pour le CPU, le Molex, etc. Ensuite sur la ligne en dessous on a la modularité. La modularité, qu'est-ce que c'est? C'est en gros si votre alimentation on va pouvoir enlever les câbles. Il y a 3 niveaux, donc non modulaire, semi-modulaire et modulaire. Donc les non modulaires, tous les câbles sont attachés, on peut pas les changer, on peut pas les enlever, ce qui est pas très pratique pour le câble management, et si vous voulez changer de câble pour en avoir des plus beaux, c'est pareil, c'est pas très pratique. Ensuite on a semi-modulaire, il y a seulement le 24 pins et les pins CPU, les 8 pins CPU qui sont branchés qu'on ne peut pas changer, mais tous les autres on peut changer, donc le PCIe, les SATA, les Molex, etc. Et c'est assez pratique, du coup perso je trouve que c'est le juste milieu, parce que plus c'est modulaire plus c'est cher, et du coup ça permet au moins d'avoir les câbles qui sont pas forcément indispensables, qu'on peut changer, et ceux qui sont vraiment indispensables, que quel que soit le PC vous devrez les brancher, c'est à dire le 24 pins de la carte mère et le 8 pins ou le 4 pins du CPU.
devront être branchés, et le reste c'est pas indispensable. La carte graphique, il n'y en a pas forcément, le SATA, etc. Complètement modulaire, c'est tous les câbles qu'on peut enlever, changer, c'est pratique pour le câble management parce que du coup vous branchez que les câbles dont vous avez besoin, c'est vraiment pratique, même si je trouve que ça part pas tant de choses par rapport au semi-modulaire. Pour le fait d'avoir une alimentation modulaire est vraiment pas obligatoire, vraiment pas indispensable, ça apporte pas énormément de choses à part au moment du montage de votre PC. Ensuite on a la taille du ventilo, 120 mm, c'est basique, c'est normal, c'est le ventilo qui est à l'intérieur pour ventiler tout ça, et en soi ça peut être pratique d'avoir cette information. Si un jour le ventilo tombe en panne et que vous êtes un peu bricolo, vous pouvez le changer vous-même, à la limite c'est pas si dur que ça à faire. Il y a même sur les Corsair, il me semble qu'on peut facilement mettre un ventilo RGB dedans, ce qui est complètement inutile dans la plupart des cas. Par exemple, moi mon alimentation est cachée, donc zéro utilité, mais bon, c'est toujours bon à savoir. Ensuite, on a le nombre d'oreilles 12 volts. Là, c'est quelque chose de très technique, mais en gros, si vous en avez plusieurs, ça permet de répartir la charge et donc d'éviter les risques qui sont très minimes d'incendie et des câbles qui fondent, par exemple, s'il y a trop de surtension. Globalement, il n'y a aucun risque si vous respectez les préconisations constructeurs, c'est-à-dire que vous ne surchargez pas votre carte. Si vous évitez, si vous mettez une 550 watts sur une sur une config qui consomme 554 watts par exemple, là il y a des risques, mais si vous respectez toutes les conditions, etc., il y a zéro risque ou presque. Par contre, le fait d'en avoir un rail permet aussi d'avoir une énergie plus lisse, donc très important pour l'overclocking où il faut vraiment une énergie très lisse. Par contre, ouais, du coup, il y a un tout petit peu plus de risque, mais quasi rien. Et ensuite, dans l'avant-dernière ligne, je comprends pas pourquoi c'est aussi bas, mais bon, ok, on a le rendement réel, ce que peut réellement sortir l'alimentation. On avait dit qu'au début, les 550 watts, c'est ce que va consommer l'alimentation, en pleine charge bien évidemment. Là, on a ce qu'elle peut sortir réellement. Ici, vous voyez, on perd quand même 22 watts, vu qu'on passe de 550 watts à 528, donc faut quand même faire assez attention. Donc en vrai ça veut dire que votre alim peut sortir 528, donc imaginez que vous dites oh ça va, ma config consomme 540 watts, je vais prendre une 550, et ben en fait votre alimentation peut en sortir 528, ce qui est pas très bon, donc voilà, faut faire bien attention à cette ligne. Ensuite on a la taille, voilà, donnée qui est assez importante, mais c'est globalement la même pour toutes les alimentations ATX comme celle-là, sauf la longueur qui peut varier un peu, donc faut faire quand même assez attention quand vous choisirez votre boîtier, bien vérifier que ça rentre dedans, et normalement c'est marqué dans la fiche technique du boîtier. Du coup, maintenant qu'on sait tout ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on choisit? Le plus important à regarder, c'est combien vous allez avoir besoin de puissance. La manière la plus simple, c'est d'aller regarder votre carte graphique, combien elle demande en alimentation recommandée, et vous prenez ça. Ou plus. Évidemment, prendre plus n'est pas un problème, prendre moins l'est. Du coup, vous regardez ça, c'est la façon la plus simple, la plus basique, ce qui est assez recommandé, vu que c'est vraiment très simple. Par contre, je peux vous conseiller sinon le site Be Quiet, où vous allez pouvoir rentrer absolument tout ce que vous voulez, votre CPU, la carte graphique, même le nombre de barrettes de RAM, le nombre de ventilos, si vous avez un water cooling, les ports SATA utilisés, etc., ce qui vous donnera un résultat en vous proposant des alimentations Be Quiet, mais ça vous en donnera, hein, c'est des 550 watts ou des 650 ou plus, et vous pouvez prendre chez une autre marque bien évidemment, même si Be Quiet est une très bonne marque. Ensuite, la deuxième chose à voir qui est très importante, c'est le nombre de câbles que vous aurez besoin. On avait vu les câbles SATA, PCIe, etc. Et globalement c'est déjà pas mal. Après il y aura toujours un 24 pins pour la carte mère et un 8 pins. Il faut quand même faire attention à ça. Sur les plus petites alimentations, il me semble qu'il y en a où c'est que 4 pins pour le CPU, donc il faut quand même faire un peu gaffe à ça. Le reste c'est plus en fonction de votre budget, la modularité, le rendement, etc. Ça c'est en fonction de votre budget, de vos envies. Si vous avez un plus petit budget, vous allez prendre non modulaire et 80 plus bronze. Si vous avez un plus gros budget, vous allez prendre du gold, platinum, titanium, etc. et en modulaire. Je vous conseille d'éviter le 80 plus au maximum et de rester sur du 80 plus bronze minimum, ce sera vraiment mieux quand même pour votre alim. Parce qu'elle chauffera quand même vachement moins, une alim qui chauffe moins, c'est une alim qui dure dans le temps. Maintenant qu'on sait à peu près comment choisir son alim, je vais vous conseiller quelques marques qui sont vraiment bien à prendre, que vous pouvez prendre les yeux fermés. On va prendre pour les plus gros budgets au plus bas. Donc pour les plus gros budgets, je vous conseille les Seasonic en platinium, titanium qui sont excellentes, qui sont garanties très longtemps il me semble. Donc vraiment Seasonic c'est vraiment le top du top. Sinon on a les Be Quiet et les Corsair haut de gamme pour le moyen haut de gamme, enfin pour les moyens et haut budget, qui sont vraiment bien, assez silencieuses et en général qui ont un bon rendement, etc. Et pour les plus petits budgets, les Corsair sont vraiment un bon rapport qualité-prix, notamment avec les CV, par exemple la CV 550 qui est vraiment bien. Pourtant je l'ai quand même pas mal chargée et elle ne fait pas trop de bruit, elle chauffe pas trop, etc. Donc c'est vraiment nickel. Et maintenant je vais vous parler de deux marques qu'il faut absolument éviter. On va parler des Gigabyte en premier, parce qu'il y a eu un peu un scandale entre guillemets ces derniers temps d'alim qui explose, ce qui est assez pratique
ce qui est assez peu pratique dans un PC étant donné que bah il n'y a plus le PC après, voilà, et donc éviter les gigabytes, et les Aerocool qui ont aussi une très mauvaise réputation au niveau de la sécurité de leurs alimentations, du bruit, etc. Donc voilà, aussi une marque à éviter bien qu'elle soit très peu chère. Et ça me fait un peu de la peine pour Gigabyte parce que c'est une marque que j'aime plutôt bien, avec en plus leur côté Aorus que j'aime énormément, mais même Gigabyte sont très bien côté carte graphique et tout. Donc ça me fait un peu de peine que leurs alim explosent. Mais bon, du coup à éviter. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre comment choisir votre alimentation et que du coup vous aurez un PC ultra bien alimenté. Si petite dernière chose, si je peux dire, si vous prenez une alimentation plus grosse, à la limite c'est bien parce que le jour où vous changez de composants, ça vous permet d'avoir quelque chose, enfin d'être large de ce côté-là, pas avoir besoin de la changer. Mais bref, c'est tout pour moi et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce rouge, un commentaire, que ce soit positif ou négatif. Tant que c'est constructif, ça me va.